Real Madrid, Celta Vigo, huitième de finale de la Coupe du Roi. Et encore une fois, j'ai envie de te dire, Jota, on attend une réaction des merengues cette saison après une énième gifle reçue. Alors là, plus qu'une réaction, je pense que le Real se doit de gagner. Le Real est dans l'obligation de gagner. Gagner, c'est la normalité. Ne pas gagner, c'est vraiment plonger dans une crise. Parce que je pense que tu le sais comme moi, les supporters ne supporteront pas une élimination en Coupe du Roi. Par contre, une qualification, ce serait la moindre des choses, surtout après la claque face au Barça. Ouais. On se donne rendez-vous en fin de vidéo pour notre rubrique, notre nouveau rubrique. On va faire un petit jeu, les paris de Jota et moi-même, avec Punto aussi en partenariat avec Unibet. Jusqu'à 100 euros de bonus en cas de premier pari perdant, versé sous la forme de free bet. Attention avec le code Real France. Lien dans la description, pardon, on en reparle après. Parlons du Celta, qui d'abord, il faut le dire, a sué pour se qualifier et rejoindre le Real Madrid, parce que face au Racing Santander, c'est de la deuxième division, si je dis pas de bêtises, victoire 3-2 avec des buts à la 86e et 92e, alors qu'ils étaient menés, ils ont eu chaud. Ouais, ils ont eu chaud face à une équipe qui tourne pas bien. Le Racing n'est pas du tout au top cette année. Je crois que là, il reste sur 6 ou 7 matchs sans défaite. Donc voilà, c'est aussi la magie de la Coupe. Santander, c'est quand même un club mythique en Espagne et ça aurait pu le faire. Mais c'est vrai que le Celta avait fait tourner et le Celta s'en sort vraiment in extremis. C'est aussi ça, le type de club qu'est le Celta. C'est un club qui n'a pas un gros effectif et lorsqu'il fait tourner 2 ou 3 joueurs, Mm. forcément ça s'affaiblit et ça peut être concurrencé par pas mal d'équipes. Mm. Et puis une équipe du Celta qui, bon, on l'avait déjà analysé en début de saison, mais qui, comme depuis maintenant quand même de nombreuses années, bah, ça flâne dans le ventre mou là, de la Liga. Encore cette saison, ils sont 12e, 28 buts marqués et 30 buts encaissés. C'est presque les deux stats que je retiens le plus et qui me plaisent même le plus avant ce match, parce que bah, on a toujours une équipe joueuse en face. Ouais, c'est ça. Après, le Celta, c'est quand même une équipe qui est en train de miser depuis je sais pas combien d'années sur un attaquant qui s'appelle Iago Aspas, qui certes est très bon, mais qui est très vieillissant. Donc il y a du mal quand même à se renouveler, à des postes clés. Forcément, ça ronronne un petit peu. Tous les clubs qui font ça ronronnent un peu, et c'est un peu le problème des hommes de Vigo, quoi. Donc voilà, quand tu renouvelles pas à aucune des lignes et que ton capitaine, c'est quelqu'un qui a pratiquement la quarantaine, ça devient compliqué. Et qui ne sera pas là. Iago Aspas est forfait, blessé pour ce match. Ouais, forfait, blessé, et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'autant l'année passée, c'était un peu une année de trou. Là, il retrouve des couleurs et puis c'est un métronome vraiment. Il a beau approcher la quarantaine, comme je le disais, et dire que Vigo compte sur lui, mais c'est un joueur sur lequel on peut compter, et le Celta sans Iago Aspas, forcément, ça a beaucoup d'impact. Ouais, c'est toujours le meilleur buteur en Liga, en tout cas 6 buts marqués, si je dis pas de bêtises. Je vais checker un petit peu la stat. Après Borja Iglesias qui le suit avec 5 buts marqués. À noter qu'on s'était imposé 2 buts à 1 à Bailados au mois d'octobre dernier. Bon, parlons du Real Madrid. Côté Real, on a la sensation d'avoir fait encore un retour en arrière. On pensait que tout allait un petit peu mieux, qu'une dynamique en tout cas avait été enclenchée, mais le Barça nous a réveillés, en tout cas nous a remis au point de départ. Ce Real n'est toujours pas compétitif dans les grands matchs. En fait, le Real n'est pas armé pour les grands matchs, je pense, tout simplement. C'est ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce match de Super Coupe, parce que, encore une fois, tu joues face à un gros et il t'expose toutes tes carences, qu'elles soient tactiques, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient collectives. Et on voit que le Real est à l'heure actuelle incapable, pardon, de rivaliser avec les gros. J'ai eu un peu d'espoir. Je me suis fait un peu critiquer sur le dernier live où j'ai dit que voilà, il y avait des progrès, et je le pense. Je pense qu'il y a eu des progrès sur les derniers matchs. Il y a eu des joueurs qui ont progressé. Collectivement, il y a eu quelque chose. Mais ce Real-là, quand certaines individualités ne sont pas là et quand il dispose de latéraux, par exemple, pour ne citer que à ce niveau-là, forcément, c'est ultra compliqué. Et quand en plus, en face, tu as une équipe qui est assez bien rodée, qui a des automatismes et qui est dans un jour de grâce, forcément, la différence, elle est lourde au tableau d'affichage à la fin. Et c'est ce qui s'est passé face au Barça dimanche. Carlo lui-même, Carlo lui-même en conférence de presse que j'ai suivi juste avant de faire la preview avec toi, qui est dispo d'ailleurs sur la chaîne, et je vous invite en plus d'aller la voir parce qu'il s'est passé des petites choses. On a vu un Carlo un petit peu chafouin, donc il a reconnu d'abord ce point par rapport au fait que c'est un retour en arrière
plus que ce qu'il imaginait, parce qu'avant le match, il avait dit non, ce sera pas même si on perd, ce sera pas un pas en arrière, on continue. Et d'ailleurs, pour faire un petit point justement sur la conférence de presse, vraiment un petit peu chafouin. Carletto, à un moment donné, il a lâché un. Je dois préciser que c'est une conférence de presse et pas un débat, à la suite de un petit enchaînement de questions de journalistes espagnols. Et cette réponse-là, il l'a surtout sortie après qu'on lui ait posé la question. On lui a demandé très clairement, est-ce que c'est un problème d'attitude, d'engagement, voilà, des joueurs, tout ça, sur les replis défensifs, etc. Ou est-ce que c'est un problème de football? Est-ce qu'il manque un peu de football à cette équipe? Et là, il nous a sorti cette phrase, c'est pas une conférence de presse, c'est un débat. Tout ça, j'en parle avec mon staff, tout ça, blablabla. Autre indication, parce qu'il n'y a pas eu grand chose, par ça vraiment à tirer de la conf. Bon, il a quand même dit que Lunin sera bien titulaire demain. Première information. Après, deuxième information, c'est plutôt par rapport à Asensio. On lui a demandé aussi est-ce que c'était une alternative sur le côté droit. Pas tellement envisagé par Carleto. Il n'a pas dit ça comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Puisqu'il a dit qu'en gros, voilà, ça fait seulement 2 mois qu'il est là, que c'est un poste qui nécessite d'être travaillé, etc. Que non, c'est plutôt un central, bref. Et puis après, pas de réponse non plus. Si on lui a demandé est-ce que Carlo Ancelotti, lui, pense que l'équipe a besoin d'enfants, il a dit je ne vous répondrai pas. Bref, un petit peu chafouin. Il y a un truc sur lequel tu veux rebondir? Pas mal de choses. La preuve, c'est que ça va mal parce que Carlo Ancelotti qui s'énerve un peu. Il a dit aussi, j'ai vu sur Marca tout à l'heure, il a dit je suis pas complètement idiot. Enfin, il a commencé à utiliser des termes qu'il n'utilise pas habituellement. Donc ça montre qu'il est un peu déstabilisé. Et puis j'espère qu'il l'est parce que son jeu produit, c'est pourri. Et les résultats, on est à 6 défaites déjà au 15 janvier. C'est pas digne du Real Madrid et je trouve qu'il en est forcément en grande partie responsable puisque c'est lui qui aligne les joueurs. J'ai envie de réagir par rapport à Asensio. Je trouve ça lamentable d'entendre que ça fait que 2 mois qu'il est là et c'est un poste qui mérite d'être travaillé. J'ai envie de lui dire qu'est-ce que tu travailles à l'entraînement du coup? Parce que tu dois quand même te rendre compte que Lucas Vasquez, c'est un handicapé, qu'il a plus le niveau et forcément, il faut faire travailler d'autres joueurs à ce poste-là. Donc si c'est pas envisagé, c'est encore très grave. C'est encore plus grave que ce qu'on pensait. Ça veut dire vraiment que là, il est aveuglé et donc faut qu'il dégage. Moi, je trouve ça fou en fait d'entendre ça. Après, pour le reste, forcément, c'est une conférence de presse. Il va pas parler de transfert. C'est une langue de bois. Il est un peu comme Zidane. Il nous a jamais donné à manger. Ça va pas commencer maintenant. Et voilà. Mais je suis très surpris par rapport à ce qu'il dit d'Asensio. Ne pas penser à Asensio ou un autre, de toute façon. Mais le plus logique, ce serait Asensio pour moi parce que Fede Valverde, c'est l'option certainement qu'il imagine être un milieu de terrain. Je trouve ça plutôt grave. Et puis, une autre chose quand même s'il n'en a pas parlé des transferts, et même si son entente est super cordiale avec Florentino Pérez et qu'il n'y a pas forcément besoin de dire ce qu'il pense en public, je pense qu'un petit coup de pression en disant, quand on lui parle de renfort, moi j'aimerais qu'il y en ait, ça pourrait quand même indirectement mettre un petit coup de pression à Florentino Pérez parce que là, il y a 2 solutions. Soit c'est lui qui a envie de composer avec 2 milieux de terrain à chaque fois, Fede Valverde et Camavinga en tant que latéraux et à ce moment-là, il est complètement fou. Ou alors il y est forcé et je pense qu'il faut un peu, prendre ses cojones, en main et puis se dire, non, je vais faire un peu d'affront. Donc voilà, comme d'hab, pas grand-chose à manger, ça me déçoit un peu mais on est assez habitué. Tu faisais le comparatif avec Zidane. Avec Zidane, il y avait quand même une curiosité, c'est que c'est vrai je sais pas si c'était une question juste de barrière de langue ou pas, mais c'est qu'en espagnol, il était très très plat. Par contre, c'est vrai que quand il avait des questions en français, Zidane, parfois, il développait un peu plus sur l'aspect tactique, technique. Des fois, il était intéressant, Zidane, mais vraiment en français. Mais quand c'était en français, je sais pas si c'est juste une question de barrière de la langue ou parce qu'il avait peur de je sais pas, d'employer, de mal s'exprimer en espagnol, et puis il connaît le contexte en Espagne, ça peut vite prendre des proportions abusées. Bref, mais Zidane, il nous donnait des petits trucs, que c'est vrai que Carlo, sur le plan tactique, football, c'est vrai qu'il parle jamais, et en plus c'est rare justement que les journalistes vont sur ce terrain-là. C'est très rare que les journalistes espagnols vont poser des questions comme celle-ci. Là, c'était presque la première fois de la saison, en tout cas c'est la première fois depuis vraiment que je l'ai fait que je l'ai traduit en simultané. Et c'est vrai que tout de suite, bim, il botte en touche, ça vous regardez pas, bref. Un peu dommage parce que ça aurait été intéressant qu'il développe un ou deux aspects par rapport à ça, parce que juste nous dire à chaque fois
question d'engagement, bloc défensif et compagnie. Bon, voilà. On connaît la chanson, quoi. Voilà. Puis bah, ça nous dit, ça veut toujours dire tout et son contraire. D'ailleurs, il y a même un journaliste qui l'a dit. On parle souvent on dit souvent le mot d'engagement, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, bref, on n'a pas eu de réponse plus intéressante. Bref. Ouais. Par ailleurs, beaucoup de bruit à Madrid ces derniers jours. On dit potentiellement que Carlo envisage de revenir à un 4-4-2 et donc sacrifier un joueur devant, l'un des quatre. Tu crois? Ouais, j'y crois, mais pour moi, c'est pareil, il semble perdu. 4-3-3, 4-4-2, pour moi, c'est avoir une équipe qui est capable de jouer dans différents systèmes, tu en as besoin parce que tu dois adapter ton système parfois ou t'adapter durant un match et ça, c'est fort logique. Maintenant, le fait si vraiment il repasse en 4-4-2 en Coupe du Roi, peut-être que ça sera bénéfique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains joueurs qui sont en train de progresser dans ce système-là. Je pense notamment à Kylian Mbappé et Bellingham qui a retrouvé des couleurs. Tu vas repasser en 4-4-2 où il a quand même beaucoup moins de poids. En tous les cas, il trouve moins sa place. L'an passé, il trouvait sa place, mais cette saison, beaucoup moins sur le début de saison. Et Kylian Mbappé, tu vas aussi modifier forcément la nature de ses courses, son positionnement, ses appels. Et je me dis, est-ce que vraiment c'est une nécessité de faire ça plutôt que de rester sur un système et se dire que bah il y a d'autres choses à corriger dans le jeu et puis aussi miser sur le fait que Vinicius et d'autres aient un rendement un peu meilleur, voire beaucoup meilleur sur les matchs à venir. Je ne sais pas lequel des choix est le plus judicieux, mais je le sens perdu un peu, Carlo. S'il repasse en 4-4-2 et que c'est dans la continuité, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour ce match de Coupe du Roi, mais que l'on le voit aussi face à Las Palmas ce week-end, bah, je sais pas, je sais déjà pas où il veut aller, mais là, je le saurai encore moins. Et pour moi, ce serait vraiment une sorte d'aveu de faiblesse. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que moi, en tout cas personnellement, mais même toi, il me semble, quand on débattait un peu en début de saison, on disait bah le 4-4-2, je pense, rester dans la continuité de ce qui a fonctionné, c'était le plus logique, ce qui fonctionnerait, ce qui avait plus de chances de fonctionner, même si forcément, ça impliquait de faire un choix devant, et donc potentiellement, tu as un Rodrigo qui se retrouve sur le banc. Pas titulaire en tout cas comme il est cette saison. Il a fait le pari du 4-3-3, même si on a vu 2-3 fois le 4-4-2, il est clairement parti sur un 4-3-3, même là sur les gros matchs, sur le Classico, il joue en 4-3-3. Donc c'est clair que faire un rétro-pédalage au mois d'octobre, bon, à la limite, pourquoi pas, je l'ai entendu. Là, c'est vrai que t'es à la mi-saison, très clairement. Changer de système, bousculer comme ça tes plans, c'est un risque notamment pour ce que tu viens de développer, à savoir que Mbappé, c'est mieux dans ce système. Mbappé, il a trouvé ça aussi sa place. Vinicius, on ne sait pas trop d'inquiétude, même si ça va moins bien dans ce schéma-là, quand il a son côté gauche, il y a un moment donné, il va refaire le bazar à tout le monde comme il est capable de le faire. Rodrigo, bon, il a aussi sa place. Enfin, voilà, ouais, ce serait un vrai aveu d'échec, très clairement, s'il venait à changer de schéma. En fait, c'est même pas que. En janvier, c'est pas si tard que ça. Je me dis que finalement, bon, ça, c'est la limite, on va dire. La limite, ouais. C'est-à-dire que janvier, allez, tu peux encore changer les choses. Si tu te qualifies en Ligue des Champions, on sait tous que les vraies échéances, même si la Liga, c'est vraiment sur toute la saison, on sait que les vraies échéances, elles arrivent en février. C'est là où tu vas être jugé. Là où c'est un peu plus dérangeant, c'est que tu vas faire rebasculer les hiérarchies. Par exemple, un Rodrigo qui sort d'un bon match, on sait très bien, en théorie, que c'est lui qui devrait dégager de ce 4-4-2. Tu vas le remettre dans le sac. Tu peux donc reperdre des joueurs. Si tu joues avec deux devant, tu es Arda Güler, tu es Hendrick. Il y a encore moins de poids pour qu'il puisse entrer en jeu. Donc forcément, c'est pareil, c'est des joueurs que tu vas faire jouer moins souvent en théorie parce que c'est ce que tu faisais en début de saison. Le reproche que je pourrais faire à Carlo Ancelotti, je l'ai toujours dit en termes de meneur d'hommes, en termes de proximité avec les joueurs. Je pense que c'est aussi ce qui a fait le succès du Real et c'est très important de nos jours, en 2025, d'être proche de ces joueurs, de savoir comment les prendre psychologiquement, en termes de pédagogie. Et sur ce point-là, il est très fort. Maintenant, là où il est absolument pas bon, c'est que soit quand il met son 4-3-3, j'ai l'impression qu'il se force à mettre des noms et dans tous les cas, que ce soit un 4-3-3 ou un 4-4-2, il n'arrive pas à tirer de ses joueurs individuellement et de son collectif quelque chose qui soit beau à voir ou qui soit efficace parce que forcément le Real est irrégulier. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire concorder les joueurs qu'il met en place. Sur le 4-4-2 en début de saison, Bellingham avec les courses d'Mbappé qui décroche et puis qui va sur le côté avec Vinicius, les deux sont à gauche mais décrochent beaucoup, Bellingham s'y retrouve pas, ça fonctionne pas, il n'arrive pas à corriger ça.
Il met un 4-3-3 en place. Mbappé, à part depuis 3 ou 4 matchs, allez, on l'encense vraiment. Il ne trouvait pas sa place, c'était pas trop son positionnement. Donc au final, il n'arrive pas à trouver cette synergie, il n'arrive pas à trouver ce 11 qui va faire peur, qui va avoir un peu de continuité. Et ça, c'est problématique. La seule fois où il a répété un 11 depuis peut-être 1945, c'était face au Barça. Parce que franchement, c'est une des premières fois depuis bien, bien, bien longtemps qu'il met 2 fois le même 11 de suite et il en prend 5. Donc au final, il y a bien un problème, il y a bien un problème de jeu, tout simplement. Je ne vais pas fait jouer les philosophes ou les spécialistes du foot, mais il y a un problème de jeu. Il n'arrive pas à faire jouer ses joueurs ensemble. Et ça, c'est le but vraiment, c'est le métier d'entraîneur. Mm. Tu vas voir quel 11 demain? Lounine dans les cages, déjà, ça a été confirmé par Carlo. Ensuite, toi, personnellement, tu as envie de voir quoi? Franchement, j'ai envie de voir un 11 qui joue et qui gagne. Franchement, au-delà des hommes, j'ai envie de voir un 11 qui joue et qui gagne. Voilà ce que j'ai envie de voir. Un 11 qui joue face au Celta Vigo, sans son meilleur joueur et capitaine, et qui doit normalement les éclater. Et comme ça se passait il y a 10-15 ans. Voilà. Quand on jouait le Celta, quand on jouait le Betis, moi je me rappelle, alors le foot a énormément évolué. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre des 7-0 comme ça peut se passer en Bundesliga tous les week-ends, mais en tout cas, il y en avait bien 4-5 à l'année, et le Real mangeait tous ses adversaires. Et on le voyait agir dans les gros matchs. Là, j'ai plus ça. Le Real ne fait plus peur à personne, que ce soit bien clair. Le Real jouerait une équipe de 3e division, il ne lui ferait pas peur. Personne n'a peur de ce Real-là parce que ce Real est ultra irrégulier. Donc j'ai envie de voir un 11 qui gagne et qui fait peur. Franchement, au-delà des hommes, Tom. Ok. Moi, je te propose Lounine, Fran Garcia sur le côté gauche, Asensio, Rudiger dans l'axe. Lucas Vasquez à droite, j'en parlais juste avant, il y en a qui disaient pourquoi Lucas Vasquez, on veut plus le voir. Mais bon, pour moi, Lucas Vasquez, c'est le genre de match en fait qui devrait jouer tout simplement, les matchs un peu de second couteau, match de Coupe du Roi. Donc moi, c'est le genre de match où j'ai envie de voir Lucas Vasquez. Et ce week-end en Liga, où même si l'adversité ne sera pas forcément meilleure, c'est un match qui comptera davantage parce que c'est un match de championnat. Bref, là, tu vois, sur ce match-là, je ne mettrai pas Lucas Vasquez. Ceballos, Camavinga, Bellingham et Vinicius, Mbappé, Brahim Diaz. Moi, je jouerais sur du 4-3-3. J'enlève Rodrigo, non pas pour le sanctionner, plus pour simplement une question de turnover, le faire souffler pour le match de ce week-end. Parce que Vinicius, lui, par contre, sera pas là en Liga, suspendu pour les 2 prochains matchs. Donc Vinicius, tu vas le faire jouer. Mbappé, c'est celui qui a le plus besoin de prendre confiance et d'enchaîner. Et puis il a été excellent contre le Barça, donc il faut continuer. Puis voilà, milieu de terrain, Ceballos, Camavinga, j'aimerais bien voir ça aussi. Puis Tchouaméni sur le banc, j'aimerais bien voir ça aussi. Et Valverde, il a besoin de souffler. Même si je vois peut-être bien venir le 4-4-2, effectivement, avec Mbappé, Vinicius devant. Et Tchouaméni de retour en titulaire en 6 demain. Je pense que c'est fort probable, ouais, de voir du Tchouaméni. Moi, tu vois, je pense que son 4-4-2 qu'il va mettre sur la défense, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'il peut mettre du Tchouaméni, du Modric, du Ceballos Ah oui, et du Modric. Bellingham. J'oublie Modric. Je pense qu'il peut faire un milieu à 4 comme ça. Vinicius, comme tu l'as dit, non seulement parce qu'il n'est pas là ce week-end, mais en plus, lui aussi, il a vraiment besoin de reprendre confiance. Et un match de Coupe du Roi, ça peut aussi le relancer. Et puis Mbappé devant Rodrigo, voilà, parce que c'est Mbappé, puis parce qu'il est en forme. On le sait déjà. Je pense que c'est plus Brahim qui sauterait dans ce cas de figure. Mais après, encore une fois, on a le doute. Si c'est un 4-4-2 ou un 4-3-3, j'avoue que sur le 4-3-3, ta réflexion, elle est bonne. Et voir Brahim Diaz, ça me surprendra absolument pas. Cela dit, il y a un monde où il met quasiment le même 11, à l'exception de Courtois Lounine. Parce qu'il a dit en conférence de presse que il voyait bien son équipe, que tout le monde avait récupéré, etc. etc. Donc l'idée c'était de mettre le 11 le meilleur possible. Puis Après, Raúl Asensio derrière, je le vois bien quand même. Sur ce match-là, ouais. je le vois quand même bien titularisé. S'il le met pas, ça va crier. Bref. Passons sur nos petits cotes avec un nouveau petit jeu qu'on va lancer à 3, donc ensemble au taille avec Punto qui est derrière à la réalisation entre guillemets. On va partir d'un jeu très simple, on va partir chacun avec une cagnotte virtuelle, je précise bien, de 200 € en gros, et puis chaque week-end, chaque match du Real Madrid, on va miser, je sais pas, de 1 ou 2 € chacun sur une cote choisie comme d'habitude, et puis on vous fera suivre la cagnotte, l'évolution de la cagnotte de chacun, voir qui a le nez le plus creux et qui est le plus chat noir.
Bon, on va commencer tout de suite. Alors, je vous présente d'abord les cotes de notre partenaire Unibet. Mais attention, disclaimer évidemment avant. Qui dit jeu d'argent dit on joue avec responsabilité. Vous ne devez jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est pour ça que nous, dans ce principe-là, d'ailleurs, on mettra 2 euros et jamais plus, je pense. 2 euros, c'est ce qu'on s'est limité, ce qu'on s'est mis comme limite. Et en plus, je précise que c'est du virtuel, donc n'hésitez pas vous aussi peut-être à jouer aussi de manière virtuelle avec nous. On vous fera suivre ça en tout cas. Bon, on commence par les présentations des cotes du match. Bon, le Real Madrid favori sans surprise, 1,28, 7,30 la cote du Celta et 5,20 pour le match nul. Notez qu'évidemment, il y aura forcément un qualifié dans cette partie, mais là, ça parle à l'issue des 90 dernières minutes, enfin 90 premières minutes de jeu, pardon. Rota, toi, c'est quoi ta cote? Alors, moi, j'ai pris la cote où les deux équipes ne marqueront pas dans ce match. Je vois le Real s'imposer sans prendre de but. Et si je dis pas de bêtises, elle est à 1,92. 91. 1,91, voilà, cette petite cote. Voilà, je la trouve value. Je pense que Lunin est capable de garder sa cage inviolée. Et en l'absence de Iago Aspas, surtout, je pense que le Celta sera beaucoup moins dangereux, même si Borja Iglesias est en forme en ce moment. Je pense qu'une victoire du Real, allez, 1-2-0, 2-0, tu vois, par exemple, je le vois bien. Donc, victoire du Real sans prendre de but, grosso modo. C'est mon pari. Ok, j'aime bien. J'aime bien, même si j'ai joué l'inverse, on va le voir. D'abord, Punto, notre ami Punto qui a lui parié sur un score match nul, match nul à l'issue des 45 premières minutes, mais le Real Madrid qui s'impose. Donc, selon lui, le Real Madrid fera la différence en deuxième partie de rencontre. Belle cote, hein, 3,88 pour Punto. Et en plus, je l'aime bien, hein, je l'envie presque. Je l'aurais presque piqué s'il n'avait pas prise avant moi celle-là. Et puis moi de mon côté j'ai fait un score exact, multi-choix, victoire du Real Madrid 2-1, 3-1 ou 4-1. Je vois des buts encore une fois. Le Real Madrid qui tourne quand même plutôt bien sur le plan offensif. Après défensivement j'ai eu un doute. Honnêtement j'ai eu un doute. J'avais presque envie de jouer le 1-0, 2-0, 3-0. Mais je vois quand même le Real Madrid encore une fois pêcher, prendre un but casquette, une erreur défensive, peu importe. Mais je vois quand même malgré tout une victoire 2-1, 3-1, 4-1. Je vois bien un petit 3-1 dans cette partie, mais affaire à suivre. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Jota, merci pour la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. Sur ce, passez une bonne journée. Prenez soin de vous comme toujours. Bon match. Et puis on se retrouve évidemment jour de match entre midi et 2 pour un petit live preview avec moi en revue de presse. Évidemment après la rencontre pour un débrief en direct. Allez, ciao. Ciao.